Il ressentait cette tension, palpable, oppressante, qui émanait des murs même de l'open space. Un bourdonnement constant, une cacophonie de clics de clavier, de conversations étouffées, de soupirs résignés. Il la connaissait bien cette tension, elle était le prix à payer, pensait-il, pour faire partie de ce ballet incessant qu'était la vie moderne. Une vie faite de deadlines impossibles, de réunions interminables, de mails incessants qui réclamaient une attention immédiate. Une vie où l'on se sentait constamment tiré dans des directions opposées, écartelé entre les exigences du travail, les attentes de la famille, les aspirations personnelles. Et puis, il y avait les autres, les collègues bien sûr, avec leurs ambitions affichées, leurs petites mesquineries, leurs tentatives subtiles de se mettre en valeur. Il y avait ce manager, toujours prompt à critiquer, jamais à encourager. Ce client, exigeant, impitoyable, qui semblait se délecter de la moindre erreur. Et puis, il y avait ces inconnus, croisés au hasard des rues, dans le métro, dont le regard indifférent, parfois même hostile, vous renvoyait à votre propre insignifiance. Il se demandait souvent comment les autres faisaient, comment parvenaient-ils à garder le sourire, à afficher une confiance inébranlable, à naviguer avec aisance dans ce chaos permanent. Était-ce une façade, un simple mécanisme de défense, ou possédait-il un secret, une clé, une formule magique qui leur permettait de transcender les difficultés, de transformer le plomb en or ? Il avait essayé, lui aussi, de percer ce mystère. Il avait lu des livres de développement personnel, suivi des formations en leadership, pratiqué la méditation. Mais rien n'y faisait. Le sentiment d'être dépassé, submergé, restait présent, tenace, comme une ombre qui le suivait partout. Il observait, avec une pointe d'envie, ces hommes qui semblaient dégager une aura de calme, de sérénité, de puissance tranquille. Ils n'avaient pas besoin de crier, de s'agiter, de prouver quoi que ce soit. Leur présence seule suffisait à imposer le respect, à susciter l'admiration. Ils étaient comme des rochers au milieu de la tempête, imperturbables, inébranlables. Il se demandait ce qui les rendait si différents. Quel était leur secret? Était-ce une question de génétique, d'éducation, de chance, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus fondamental, qui échappait à son entendement? Il avait fini par se convaincre que le problème ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, que la source de son mal-être ne résidait pas dans les circonstances, mais dans sa propre réaction face à ces circonstances. Il avait compris que vouloir contrôler l'incontrôlable était une illusion, une source infinie de frustration, que la véritable liberté ne consistait pas à maîtriser le monde extérieur, mais à maîtriser son propre monde intérieur. Mais comment faire? Comment passer de la théorie à la pratique? Comment transformer cette prise de conscience intellectuelle en une réalité vécue, incarnée? C'était la question qui le hantait, jour après jour. La question à laquelle il cherchait désespérément une réponse. Une réponse qui lui permettrait de trouver enfin la paix, la sérénité, la force intérieure dont il avait tant besoin pour affronter les défis de la vie. Une réponse qui lui permettrait enfin d'être lui-même, pleinement, authentiquement. Considérez maintenant comment cela se traduit lorsque vous êtes confronté à une critique acerbe, proférée non pas dans le tumulte d'une réunion, mais en privé, par un proche. La blessure alors est d'autant plus profonde, car elle émane d'une source que l'on croyait nourricière, protectrice. L'impulsion première est souvent de se défendre, de justifier ses actions, de chercher à réfuter l'accusation. On se débat, on s'épuise à vouloir prouver son innocence, son intégrité. Mais n'est-ce pas là une forme de perte de contrôle, une soumission à l'opinion d'autrui? Au lieu de cela, imaginez une approche différente, une attitude stoïque face à cette épreuve. Accueillez la critique, non pas comme une attaque personnelle, mais comme une information potentiellement utile. Analysez-la avec détachement, comme un observateur extérieur. Y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Un angle mort que vous n'aviez pas perçu? Si c'est le cas, remerciez la personne pour son honnêteté, pour sa contribution à votre développement personnel. Si, au contraire, la critique est infondée, injuste, voire malveillante, ne vous laissez pas envahir par la colère ou le ressentiment. Reconnaissez simplement sa subjectivité, sa limitation et laissez-la glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. En outre, il est crucial de distinguer entre la critique constructive et la simple manifestation d'un état émotionnel. Une personne en colère, frustrée ou jalouse peut projeter ses propres insécurités sur vous, vous accusant de défauts qu'elle peine à reconnaître en elle-même. Dans ce cas, il est inutile de chercher à raisonner, à argumenter. Le dialogue est voué à l'échec, car il ne s'agit pas d'une question de logique, mais d'une question d'émotion. La meilleure réponse est alors le silence, la compassion, voire l'indifférence.
Ne vous laissez pas entraîner dans une spirale de négativité, préservez votre énergie, votre équilibre intérieur. Par ailleurs, il est essentiel de se rappeler que l'opinion des autres n'est qu'une perception subjective de la réalité. Elle ne définit pas qui vous êtes, ni ce que vous valez. Votre valeur est intrinsèque, inhérente à votre être. Elle ne dépend pas de l'approbation ou de la désapprobation d'autrui. Cultivez l'estime de soi, la confiance en vos propres capacités. Apprenez à vous connaître, à vous accepter avec vos forces et vos faiblesses. Plus vous serez ancré dans votre propre vérité, moins vous serez vulnérable aux critiques extérieures. Dès lors, voyez la critique comme une opportunité de renforcer votre résilience, de développer votre sagesse. Elle est un miroir, parfois déformant, mais toujours révélateur. Elle vous invite à vous remettre en question, à vous améliorer, à grandir. Ne la craignez pas, ne la fuyez pas. Accueillez-la avec courage, avec humilité, avec l'esprit ouvert. Elle est un outil précieux pour forger votre caractère, pour affûter votre caractère. Elle est une étape nécessaire sur le chemin de la maîtrise de soi. Voyez maintenant comment cela se manifeste lorsque l'on est confronté à l'échec. Un projet qui s'écroule, une opportunité qui s'envole, un investissement qui tourne mal. L'amertume, la déception, voire le désespoir peuvent alors nous submerger. On se sent vaincu, impuissant, incapable de rebondir. On rumine le passé, on se torture l'esprit avec des si, on se reproche ses erreurs, ses lacunes. Mais cette attitude est-elle constructive ? Permet-elle de tirer des leçons de l'expérience et d'avancer ? Ou ne fait-elle qu'amplifier la souffrance et paralyser l'action ? D'un autre côté, l'approche stoïcienne propose une perspective différente. Elle invite à accepter l'échec comme une partie inhérente à la vie, comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Non pas une fin en soi, mais un tremplin vers de nouveaux horizons. Car, en vérité, l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais son complément. Il est la pierre angulaire sur laquelle se construit la résilience, la persévérance, la sagesse. Ainsi donc, plutôt que de se laisser abattre par l'échec, il convient de l'analyser avec lucidité, avec détachement. Quelles en sont les causes profondes? Quels enseignements peut-on en tirer? Quelles sont les actions à entreprendre pour éviter de reproduire les mêmes erreurs à l'avenir? Il est essentiel de transformer l'échec en une source d'apprentissage, en une opportunité de croissance. De surcroît, il est primordial de se rappeler que l'échec n'est pas une fatalité. Il n'est pas une mesure de notre valeur personnelle. Il est simplement le résultat d'une action, d'une décision, d'une circonstance. Il ne définit pas qui nous sommes, ni ce que nous pouvons accomplir. Il est un simple indicateur, un signal d'alarme qui nous invite à ajuster notre trajectoire, à revoir notre stratégie. Par ailleurs, il est bon de cultiver l'humilité, la capacité à reconnaître ses erreurs, ses limites. L'arrogance, la prétention, l'orgueil sont autant d'obstacles à l'apprentissage et à la progression. Seul celui qui est capable de se remettre en question, de reconnaître ses faiblesses, peut véritablement s'améliorer et se dépasser. Conséquemment, voyez l'échec comme un défi, comme une épreuve à surmonter. Il est une occasion de prouver votre courage, votre détermination, votre capacité à rebondir. Il est un test qui révèle votre véritable force intérieure. Ne le fuyez pas, ne le redoutez pas. Accueillez-le avec sérénité, avec confiance, avec la conviction que vous en sortirez plus fort, plus sage, plus résilient. Il est une étape essentielle sur le chemin de la maîtrise de soi, sur le chemin de l'épanouissement personnel. Maintenant, réfléchissez à l'image du marin. Un marin expérimenté n'a pas peur de la tempête. Il sait que la mer est parfois agitée, que les vents peuvent être violents, que les vagues peuvent être déferlantes. Mais il ne se laisse pas submerger par la peur. Il ajuste sa voile, il tient son cap, il utilise son expérience et ses compétences pour naviguer à travers la tempête et atteindre son port de destination. De même, face à l'échec, adoptez l'attitude du marin expérimenté. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Utilisez votre intelligence, votre résilience, votre détermination pour surmonter l'épreuve et atteindre vos objectifs. Voyons à présent comment cette philosophie s'applique face aux affres de la comparaison sociale, ce poison insidieux qui ronge l'estime de soi et nourrit l'insatisfaction chronique. L'ère numérique, avec son déferlement d'images retouchées et de vies idéalisées, exacerbe ce phénomène, nous incitant constamment à nous mesurer aux autres, à envier leur succès, leur bonheur apparent. Mais cette course effrénée à la perfection est-elle réellement une source d'épanouissement? Ou ne fait-elle qu'alimenter un sentiment de vide et d'inadéquation?
Au lieu de céder à cette tentation, la sagesse stoïcienne nous propose une voie alternative, une invitation à nous recentrer sur notre propre parcours, sur nos propres valeurs, à cultiver l'appréciation de ce que nous avons plutôt que la convoitise de ce que nous n'avons pas. Car, en vérité, la comparaison est un piège, une illusion qui nous détourne de notre véritable objectif, devenir la meilleure version de nous-mêmes. En effet, il est fondamental de comprendre que chaque individu est unique, avec ses propres forces, ses propres faiblesses, son propre chemin de vie. Comparer son parcours à celui d'autrui est une démarche absurde, car elle ignore la complexité et la singularité de chaque existence. C'est comme comparer une pomme et une orange, deux fruits différents avec leurs propres qualités et leurs propres saveurs. Dès lors, au lieu de vous focaliser sur les réussites des autres, concentrez-vous sur vos propres progrès, aussi modestes soient-ils. Célébrez vos petites victoires, reconnaissez vos efforts, soyez fiers de votre cheminement. Car c'est dans cette progression constante, dans cette quête d'amélioration continue, que réside la véritable satisfaction, le véritable épanouissement. Qui plus est, il est crucial de se rappeler que les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine, une représentation partielle et souvent biaisée de la réalité. Les images que nous y voyons sont soigneusement sélectionnées, retouchées, mises en scène pour créer une impression de perfection. Il est donc illusoire de se baser sur ces images pour évaluer sa propre vie, son propre bonheur. Cependant, une approche plus pertinente consiste à utiliser les réseaux sociaux comme une source d'inspiration, comme une opportunité d'apprendre des autres, de découvrir de nouvelles perspectives. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la comparaison, de l'envie. Gardez toujours à l'esprit que la vie des autres n'est pas un modèle à suivre, mais une source d'enrichissement personnel. Par conséquent, cultivez la gratitude, la capacité à apprécier les petites choses de la vie, les moments simples de bonheur. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous inspirent à vous dépasser. Éloignez-vous des personnes toxiques qui vous critiquent, qui vous dévalorisent, qui alimentent votre insécurité. Cela étant dit, considérons l'exemple de l'artiste. Un artiste véritable ne cherche pas à imiter le style des autres, mais à développer son propre style, sa propre expression. Il puise son inspiration dans son propre vécu, dans ses propres émotions, dans sa propre vision du monde. De même, face à la comparaison sociale, adoptez l'attitude de l'artiste. Ne cherchez pas à copier la vie des autres, mais à créer votre propre vie, votre propre œuvre d'art. Une œuvre unique, authentique, qui reflète votre véritable essence. Considérons à présent comment l'acceptation radicale, pierre angulaire du stoïcisme, se manifeste lorsqu'on est confronté à la maladie, qu'elle soit la nôtre ou celle d'un être cher. L'annonce d'un diagnostic grave peut déclencher une cascade d'émotions, la peur, la colère, le déni, l'incompréhension. On se rebelle contre l'injustice du sort, on cherche des responsables, on s'accroche à l'espoir d'une guérison miraculeuse. Cette résistance, bien que naturelle, est souvent une source de souffrance supplémentaire, un combat épuisant contre une réalité inéluctable. Or, l'approche stoïcienne ne prône pas l'indifférence ou le fatalisme, mais une lucidité bienveillante, une acceptation active et responsable. Il ne s'agit pas de se résigner passivement à la maladie, mais de l'embrasser comme une partie intégrante de l'expérience humaine, comme une occasion de se recentrer sur l'essentiel, de redéfinir ses priorités. Il s'agit de reconnaître sa vulnérabilité, sa fragilité et de trouver la force de vivre pleinement, intensément, malgré les limitations imposées par la maladie. Dès lors, au lieu de gaspiller son énergie à lutter contre l'inévitable, il convient de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, prendre soin de son corps, de son esprit, de ses relations. Suivre scrupuleusement les traitements médicaux, adopter une alimentation saine et équilibrée, pratiquer une activité physique adaptée, cultiver un état d'esprit positif, entretenir des liens sociaux forts. Car, en vérité, la maladie n'est pas une condamnation, mais une invitation à vivre plus consciemment, plus authentiquement. En outre, il est essentiel de se rappeler que la maladie n'est pas une définition de notre identité. Elle ne nous réduit pas à un simple diagnostic, à une série de symptômes. Nous sommes bien plus que cela, des êtres humains complexes, avec une histoire, des valeurs, des rêves, des aspirations. Il est donc primordial de préserver son individualité, de continuer à exercer ses passions, à poursuivre ses projets, à s'investir dans ce qui donne du sens à sa vie. À cet égard, il peut être utile de se tourner vers des exemples inspirants de personnes qui ont su transformer la maladie en une source de force et de résilience. Des artistes, des écrivains, des sportifs, des personnalités publiques qui ont témoigné de leur expérience, qui ont partagé leur sagesse, qui ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ces témoignages sont une source d'espoir, une preuve que la maladie n'est pas une barrière insurmontable, mais un défi à relever.
Cela étant dit, envisagez l'image du jardinier. Un jardinier expérimenté sait que toutes les plantes ne sont pas identiques. Certaines sont robustes et faciles à cultiver, d'autres sont fragiles et nécessitent des soins particuliers. Il adapte ses méthodes en fonction des besoins de chaque plante, il leur apporte l'attention et les ressources nécessaires pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement. De même, face à la maladie, adoptez l'attitude du jardinier. Prenez soin de vous avec douceur et compassion, adaptez votre style de vie à vos besoins, cultivez votre bien-être physique et mental. D'ailleurs, il est important de souligner que l'acceptation de la maladie ne signifie pas l'abandon de l'espoir. Au contraire, elle permet de canaliser son énergie vers des objectifs réalistes, de se concentrer sur les aspects positifs de sa situation, de cultiver un optimisme raisonnable. L'espoir n'est pas une illusion, mais une force motrice qui nous pousse à agir, à persévérer, à croire en un avenir meilleur. Par conséquent, voyez la maladie comme une opportunité de grandir, de mûrir, de développer votre sagesse. Elle est une épreuve difficile, certes, mais elle peut aussi être une source d'enrichissement personnel, une occasion de se découvrir des ressources insoupçonnées, de renforcer ses liens avec les autres, de donner un sens plus profond à sa vie. Elle est une étape essentielle sur le chemin de la maîtrise de soi, sur le chemin de l'épanouissement spirituel. Imaginez, à présent, l'ascension d'une montagne abrupte, non pas comme un défi physique à surmonter, mais comme une métaphore de la maîtrise de soi face à l'adversité. Nombreux sont ceux qui, focalisés sur le sommet, se laissent décourager par la difficulté du parcours, la raideur de la pente, l'incertitude des conditions météorologiques. Ils succombent à la frustration, à la fatigue, voire au désespoir, abandonnant leur entreprise avant même d'avoir atteint le premier palier. Pourtant, une approche stoïque de cette ascension transforme radicalement l'expérience. En effet, il ne s'agit plus de se concentrer uniquement sur le but ultime, mais de savourer chaque pas, chaque effort, chaque instant présent. De contempler la beauté du paysage qui se dévoile progressivement, d'apprécier la sensation du corps qui travaille, de ressentir la satisfaction d'avoir surmonté un obstacle, si minime soit-il. L'ascension devient alors une fin en soi, une occasion de se connecter à la nature, de se dépasser, de se découvrir des ressources insoupçonnées. De surcroît, il est essentiel d'accepter que le chemin sera semé d'embûches, de difficultés, de moments de doute. Des rochers glissants, des passages escarpés, des bourrasques de vent, des plaques de verglas. Mais plutôt que de se laisser décourager par ces obstacles, il convient de les considérer comme des défis à relever, des occasions de tester sa résilience, sa détermination, sa capacité d'adaptation. Chaque obstacle surmonté renforce la confiance en soi, nourrit l'estime de soi, affine la maîtrise de soi. Qui plus est, il est primordial de se rappeler que l'ascension est une expérience personnelle, intime. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres alpinistes, de se soucier de leur vitesse, de leur équipement, de leur performance. Chacun a son propre rythme, ses propres limites, ses propres objectifs. L'important est de se concentrer sur son propre parcours, de se fixer des objectifs réalisables, de progresser à son propre rythme sans se laisser distraire par les distractions extérieures. D'ailleurs, il est bon de cultiver la patience, la persévérance, la capacité à surmonter les moments de découragement. Il y aura des jours où la fatigue se fera sentir, où le doute s'installera, où l'envie d'abandonner sera forte. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il est crucial de se rappeler pourquoi on a entrepris cette ascension, de se reconnecter à sa motivation profonde, de se rappeler les progrès accomplis, de visualiser le sommet que l'on souhaite atteindre. En outre, il est important de se préparer mentalement et physiquement à l'ascension, s'informer sur le parcours, s'équiper correctement, s'entraîner régulièrement, se fixer des objectifs réalistes, visualiser le succès, se concentrer sur le positif. Une bonne préparation permet de réduire le stress, d'augmenter la confiance en soi, d'améliorer la performance. Cela étant dit, voyez l'ascension comme une métaphore de la vie elle-même. La vie est un voyage semé d'embûches, de défis, de moments de joie et de moments de tristesse. Mais c'est précisément dans ces difficultés que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on se découvre, que l'on se réalise. La clé est d'accepter les défis, de les surmonter avec courage et détermination, de savourer chaque instant, de se concentrer sur le positif, de se rappeler que le voyage est aussi important que la destination. Dès lors, au lieu de craindre l'adversité, embrassez-la comme une opportunité de vous dépasser, de vous transformer, de vous épanouir. L'adversité est un révélateur, un catalyseur qui révèle votre véritable force intérieure, qui vous pousse à vous surpasser, qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Considérez l'ascension, tant littérale que métaphorique, comme un entraînement à la maîtrise de soi, un chemin vers une vie plus riche, plus significative, plus épanouissante.
En tissant ces fils narratifs, en les laissant s'entrelacer au gré de nos réflexions, une image se précise, celle d'un cheminement intérieur où la conquête ne se mesure plus à l'aune de l'acquisition, mais à celle de l'abandon. Non pas un abandon lâche et résigné, mais un lâcher-prise lucide et volontaire, une acceptation pleine et entière de ce qui est, débarrassé des illusions du contrôle. Un peu comme un fleuve qui, après avoir serpenté à travers les méandres de la vallée, finit par se jeter dans l'océan, non pas en vaincu, mais en force tranquille, conscient d'avoir accompli son parcours. À la lumière de ces considérations, une nouvelle perspective s'offre à nous, celle d'une existence non plus subie, mais choisie, non plus dictée par les injonctions extérieures, mais guidée par une boussole intérieure, une intime conviction de ce qui compte vraiment. Un peu comme un navigateur qui, après avoir longtemps erré sans cap, finit par trouver son étoile polaire, son point de repère immuable, celui qui lui permet de maintenir le cap malgré les tempêtes et les courants contraires. En nous penchant sur ce parcours jusqu'à présent, une évidence s'impose. La véritable force ne réside pas dans la capacité à dominer le monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à transformer le plomb de l'adversité en or de la sagesse. Un peu comme un alchimiste qui, grâce à sa connaissance des lois de la nature, parvient à transmuter les métaux vils en métaux précieux, non pas par magie, mais par science et par patience. Alors que nous nous apprêtons à clore cette exploration, il devient manifeste que l'attraction, ce magnétisme que nous cherchons tous à développer, n'est pas une qualité que l'on acquiert par des artifices ou des techniques de séduction, mais une conséquence naturelle d'une vie vécue en accord avec ses valeurs, en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Un peu comme un arbre qui, en puisant ses racines profondément dans le sol, attire à lui la lumière du soleil et l'eau de la pluie, non pas par effort, mais par simple alignement avec les forces de la nature. Ainsi, en contemplant la mosaïque de nos expériences, qu'elles soient faites de succès ou d'échecs, de joies ou de peines, de certitudes ou de doutes, nous réalisons que chaque pièce, même la plus sombre, contribue à la beauté de l'ensemble. Et c'est précisément cette acceptation de la totalité, cette capacité à embrasser la complexité de l'existence qui nous confère une aura de sérénité, de confiance, de puissance tranquille, celle qui attire à nous l'harmonie et des relations profondes. Il ne s'agit donc pas d'une simple collection de techniques ou d'exercices, mais d'une métamorphose profonde, un retournement radical de perspective. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Il ne s'agit pas d'ajouter de la matière, mais d'en enlever, de révéler la forme qui se cache déjà à l'intérieur. De même, la maîtrise de soi n'est pas une accumulation de compétences, mais un dépouillement progressif, un abandon des illusions, des peurs, des attachements qui nous entravent. Ce chemin est ardu, certes, et il exige une discipline constante, une vigilance de chaque instant. Il est facile de se laisser distraire par les mirages du monde extérieur, de succomber aux sirènes de la facilité, de se perdre dans les méandres de ses propres pensées. Mais c'est précisément dans ces moments de doute, de tentation, qu'il est crucial de se rappeler son engagement, de se reconnecter à sa motivation profonde, de se recentrer sur l'essentiel. Car, en vérité, ce n'est pas le sommet qui importe, mais le chemin. Ce n'est pas le résultat, mais l'effort. Ce n'est pas la destination, mais le voyage. C'est dans cette quête incessante de soi-même, dans cette volonté de se dépasser, de se transformer, que réside la véritable richesse, le véritable épanouissement. Un peu comme un jardinier qui, en cultivant son jardin avec amour et patience, découvre la beauté cachée de chaque fleur, la saveur unique de chaque fruit. Et si, en fin de compte, l'attraction n'était rien d'autre que le reflet de cette paix intérieure, de cette sérénité profonde qui émane de ceux qui ont su apprivoiser leurs démons, qui ont su transformer leur faiblesse en force, qui ont su faire de leur vie une œuvre d'art. Une œuvre imparfaite, certes, mais authentique, touchante, inspirante. Une œuvre qui témoigne de la beauté de l'humain, de sa capacité à se relever, à se réinventer, à rayonner malgré les épreuves. Le stoïcisme n'est pas une baguette magique, ni une promesse de bonheur facile. C'est un art de vivre, une discipline de l'esprit, une invitation à la sagesse. C'est un chemin exigeant, mais gratifiant, qui mène à une liberté intérieure, à une sérénité profonde, à une attraction authentique. La véritable pratique commence maintenant, dans les gestes du quotidien, dans les choix que vous faites à chaque instant, dans la manière dont vous réagissez aux défis de la vie. Cultivez votre jardin intérieur et vous verrez fleurir la beauté qui se cache en vous.